se retrouve pour Retail Project 2021 avec, dans quelques instants, Hubert Joly en direct des États-Unis, avec Cédric Ducrot pour un échange. Et évidemment, juste après, vous n'oubliez pas qu'il y a d'autres activités toute l'après-midi, notamment un use case sur le commerce unifié, avec des cas d'usage, notamment Carrefour, Click and Collect, Leroy Merlin, le SI Magasin, avec CGI. Et on enchaînera ensuite avec une table ronde sur les nouveaux rôles du magasin, en compagnie de Romain Rouleau de Kingfisher, Romain Mullier de Pickwick Toys et Jérôme Picolin de One Stock. Voilà, sans tarder, je passe la parole à Cédric qui va présenter, et Hubert Joly qui vont se présenter. Et puis, je précise que nous finirons cet échange avec des questions-réponses. Donc, vous retrouvez le module chat en bas à droite de votre écran pour poser toutes vos questions à Hubert Joly. À toi, Cédric. Bonjour, merci. Alors, je suis moi, particulièrement content, alors c'est une formule rituelle, on dit toujours je suis particulièrement content de vous accueillir, etc. En l'occurrence, Hubert, vous faites dans mon panthéon personnel de représentation du retail, des légendes du retail, etc., je vous l'ai dit, hein, vous faites partie des gens et des histoires, parce que derrière les individus, c'est les histoires qui sont intéressantes, que j'ai toujours trouvé fascinantes. Le patron français qui est allé sauver et révolutionner Best Buy, le Fnac Darty américain, sur un marché écrasé par la toute-puissance d'Amazon et où tous les autres grands retailers d'électrodomestiques avaient baissé pavillon, avaient été liquidés en l'espace de quelques années. Alors, je suis évidemment particulièrement curieux et intéressé à partager avec nos auditeurs les enseignements et leçons que vous avez pu tirer de votre expérience et que vous pouvez partager avec nous. Alors, il y a une façon simple aussi de partager cette expérience, qui est que vous venez de sortir un livre qui s'appelle donc The Heart of Business, non pas The Art of Business, mais The Heart of Business, le cœur du business, dans lequel vous allez nous raconter, mais dans lequel vous plaidez pour des évolutions assez profondes et inspirantes de la façon de manager, de la façon d'être un leader et peut-être même de la façon d'imaginer le capitalisme et les sociétés marchandes dans lesquelles nous vivons. Donc merci encore et bienvenue d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire en quelques mots qui vous êtes, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a conduit finalement à vous retrouver à la tête de Best Buy, champion américain de l'électrodomestique ? Oui, Cédric, je me réjouis de cette opportunité de dialogue avec vous et avec les participants à votre très bel événement. Donc, c'est en 2012, en fait, que j'ai été contacté pour prendre la direction de Best Buy. Quand j'ai reçu l'appel du chasseur de tête, je dois avouer que je lui ai dit, c'était mon ami Jim Citroën, Jim, tu es fou, hein, parce que je connais rien au retail et cette situation a l'air assez désespérée, même si Best Buy avait été depuis très longtemps, en fait, le leader du secteur, parce qu'effectivement, donc je connaissais rien au retail. J'avais travaillé en fait dans toute une série de situations de redressement et de transformation dans des secteurs exposés aux transformations digitales. Donc après McKinsey, j'avais travaillé dans les services informatiques chez EDS, j'avais dirigé l'activité jeux vidéo de Vivendi qui depuis est devenu Activision Blizzard. J'avais dirigé Carlson Wagon e-Travel, donc grand leader mondial des voyages d'affaires soumis à la concurrence d'Internet. Et donc, j'avais un peu cette expérience de redressement. Et donc, quand Jim m'a dit, non, il faut que tu regardes. Je pense que cette opportunité est pour toi. J'ai étudié et ensuite, je me suis convaincu que ça valait la peine de se lancer. Dans quel état était Best Buy quand vous prenez les rênes de l'entreprise ? C'est un leader déchu, en fait. Best Buy, quand j'étais d'ailleurs dans les jeux vidéo, je considérais que c'était le meilleur acteur aux États-Unis dans le domaine de la distribution de produits d'électronique et d'électroménager, le plus sophistiqué. Ils étaient un leader du marché, mais aussi en qualité. C'était bon. Mais en fait, ce qui s'est passé pendant 3 ans, de 2009 à 2012, une fois qu'ils ont tué Circuit City, ils ont considéré qu'ils avaient gagné, et donc ils se sont reposés sur leur laurier. Et en fait, moi, ce que j'ai vu dans le diagnostic avant de prendre le job, c'est qu'en fait, le monde avait besoin de Best Buy. Hein, les clients avaient besoin de Best Buy, que quand même, pour beaucoup de nos achats, on a besoin de pouvoir voir le produit, parler avec quelqu'un,
pouvoir comparer dans le monde réel. Et de manière importante, les fournisseurs avaient besoin de Best Buy parce qu'ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent mettre en valeur les fruits de leurs milliards de dollars d'investissement en R&D. Et ce que j'avais vu, c'était que les problèmes de Best Buy, en fait, on avait qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein, les prix n'étaient pas compétitifs, l'expérience en ligne était médiocre, les délais de livraison étaient excessifs, l'expérience en magasin s'était beaucoup détériorée, la structure de coûts c'était un peu enflammé. Et donc, ça avait rien, on pouvait pas accuser Amazon d'avoir fait tout ceci. Et donc, la bonne nouvelle, lorsqu'il y a quelque chose qu'on s'est fait à soi-même, c'est qu'on peut effectivement le corriger. Ça m'a donné la conviction qu'on pouvait faire ce redressement. Alors ça, c'est un peu contre-intuitif, si je puis dire, ce que vous nous dites là, parce que on s'imagine, vu de l'extérieur, vu depuis la France, que le problème de Best Buy à cette époque-là, c'est Amazon. Parce qu'après tout, Circuit City est mort, les autres, il y en a 3-4 autres qui ont pris le bouillon à peu près au même moment. Donc on se dit, c'est bien l'explication, c'est le secteur tout entier qui souffre. Vous, en fait, vous expliquez, vous le dites maintenant, vous le dites bien dans le livre, que bien sûr, Amazon, bien sûr, la concurrence, mais enfin bon, s'il n'y avait pas de concurrents, la vie serait plus simple, c'est sûr. Mais que fondamentalement, c'est pas ça. Vous dites, c'est jamais la faute des concurrents. Quand on a un problème, c'est toujours notre faute à nous. Ça peut dépendre, mais effectivement, alors, il est vrai que Best Buy est en concurrence avec, c'est pas seulement Amazon d'ailleurs, les plus belles entreprises de la distribution aux États-Unis, voire au monde, que ce soit Amazon, Walmart, c'est quand même pas mauvais, Target, Costco, Home Depot, Lowe's, tout ça, c'est des boîtes extrêmement fortes. Les boutiques des opérateurs de télécom, AT&T, Verizon, donc tout ça, c'est des espèces de géants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe précédente de management, lorsqu'ils présentaient leurs résultats, ils disaient, en fait, nous, on marche très bien, mais le problème, c'est qu'il y a des vents contraires. Hein, et donc, c'est effectivement le basculement sur les ventes en ligne. C'est Apple et Microsoft et Sony qui ouvrent leurs propres boutiques. C'est la déflation des prix. Donc, en fait, c'est pas de notre faute. Et vous aimez pas, vous, Cédric, les leaders qui ont les meilleures excuses au monde. Vous voyez, ce leader, on l'aime beaucoup parce qu'il est très créatif pour ses excuses. Et donc, moi, j'ai imaginé que j'aurais appelé Tim Cook ou Jeff Bezos en leur demandant, mais quel est le vent, en fait? Comment est le vent chez vous, en fait? Et je suis sûr qu'il m'aurait dit, mais Hubert, le vent, il est formidable! Hein, et on s'éclate complètement. Et donc, j'aurais conclu que le vent n'était pas le problème, que c'était nous qui étions le problème. Voilà. Très clair. Et donc, vous racontez dans le livre comment vous avez abordé le sujet, alors en commençant par écouter, mais qu'en même temps, écouter c'est bien, mais que bon, il fallait en même temps aller très vite au début, que la situation était vraiment très compromise, et vous avez dû prendre avec l'équipe de direction, ou un peu tout seul des fois peut-être, des décisions assez radicales, assez puissantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les analystes financiers notamment me disaient cut. C'est la méthode traditionnelle des turnarounds. Il va falloir fermer des magasins, licencier du personnel. On connaît tous ça. Et en fait, on a fait l'inverse. En fait, on a fait un redressement très centré sur l'humain. Et donc, qui a commencé par... j'ai passé ma première semaine en tant que PDG dans un magasin 100 km au nord de Minneapolis pour écouter. Vous connaissez tout ça dans la distribution. C'est sur la ligne de front qu'on sait vraiment ce qui se passe. Donc, les gens sur la ligne de front, ils savaient ce qui ne marchait pas. Il suffisait grosso modo de les écouter. Donc, on a commencé par l'humain. On a commencé par l'humain aussi en s'assurant que l'équipe de direction au sommet était composée des bons éléments. On a terminé par l'humain, c'est-à-dire que dans un redressement, les réductions d'effectifs, c'est en dernier ressort, en fait. J'ai appris ça de Jean-Marie Descarpentier il y a bien longtemps. Premièrement, on augmente le chiffre d'affaires. Sur les coûts, on s'attaque d'abord aux coûts non salariaux, qui sont l'essentiel de la structure de coûts dans la plupart des entreprises, et on réduit les effectifs en dernier ressort. Et ensuite, il s'agit de générer de l'énergie. En physique, on apprend que l'énergie est une quantité physique. En fait, en organisation, non, on peut générer de l'énergie. Donc, c'est surtout cet aspect humain qui était important. Sur qu'est-ce qu'on a fait, c'était assez simple. On s'est assuré que les prix étaient les mêmes qu'Amazon, parce qu'il n'y a pas de raison de charger un prix. Enfin, c'est pas possible. Vous passez là-dessus comme si c'était une évidence, c'est un truc simple. Mais en France, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été simple pour tout le monde, parce qu'on a des pure players qui ont, pour certains d'entre eux, dont Amazon, mais d'autres qui ont des politiques de prix très agressives. Vous, une des premières décisions que vous prenez quand vous arrivez chez Best Buy, c'est que vous dites, mais évidemment qu'on aligne les prix sur Amazon. Je ne vois pas comment convaincre les clients dans un monde où tout est transparent,
et au dernier trimestre, alors c'était pas le cas en 2012, mais au dernier trimestre, la part des ventes en ligne dans le chiffre d'affaires de Best Buy, c'est 45% en fait. Et donc c'est beaucoup plus simple en fait si on peut avoir les mêmes prix qu'Amazon. Alors c'est simple, mais c'est quand même compliqué parce que les investisseurs m'ont dit, écoute, Hubert, c'est sympathique que tu aies les mêmes prix qu'Amazon, mais tu vas quand même mourir parce que ta structure de coût est plus élevée. Et donc, c'est là où on a attaqué la structure de coût, mais on a fait aussi autre chose, en fait. C'est là où les partenariats avec les fournisseurs ont été essentiels. Parce qu'en fait, chez Best Buy, on est dans un business qui regarde des deux côtés. En fait, on a les clients comme clients et on a aussi les fournisseurs comme clients. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Et donc, plutôt que d'avoir tout le monde qui ouvre ses propres boutiques, en fait, en décembre 2012, moi, j'ai vu le PDG de Samsung Electronics, J.K. Shin à l'époque, et lors d'un dîner, on s'est mis d'accord pour que Samsung, dans l'espace de quelques mois, ait une boutique Samsung, qui était quand même, c'est notre boutique, mais dans un espace Samsung dans tous nos magasins. C'était bon pour les clients parce qu'ils pouvaient comparer Apple et Samsung. C'était bon pour Samsung parce que on a des bons emplacements et c'est beaucoup plus rapide que d'avoir ses propres boutiques. Et c'était bon pour nous parce qu'évidemment, il y avait un intérêt économique pour nous à le faire. Et une fois qu'on l'a fait avec Samsung, tout le monde a voulu le faire. Et je note d'ailleurs que dans les magasins Best Buy, il y a un coin Amazon, puisqu'évidemment, on vend Kindle, on vend tous les produits éco. On a même fait un partenariat. Ils nous ont donné l'exclusivité de leur plateforme de télévision intelligente, en fait. Donc, on a fait tout le monde. L'anecdote est savoureuse. Et ça a permis de rééquilibrer l'équation économique. Donc, dans ce qu'on a fait, c'était le truc un peu astucieux au début, qui a permis de faire les autres choses aussi. Et de se donner un peu d'air, parce que j'imagine que... Donc si je résume, au début, vous écoutez beaucoup, mais vous écoutez pas longtemps, parce que vous n'avez pas le temps d'écouter longtemps avant de prendre des décisions. Donc vous écoutez beaucoup, puis ensuite vous décidez vite, et vous exécutez vite. La théorie de la bicyclette, c'est vrai. Si vous avez déjà essayé de diriger une bicyclette à l'arrêt, c'est vachement dur en fait. Vous tombez. Moi je tombe en tout cas, vous je sais pas, moi je tombe. Donc la bicyclette, il faut qu'elle avance. C'est pas très grave si la bicyclette ne va pas exactement dans la bonne direction parce qu'on peut toujours ajuster. Donc j'avais institué l'idée que la différence entre les bons leaders et les très bons leaders, c'était pas la qualité de leurs décisions. En général, il y a des exceptions, mais c'est la quantité de leurs décisions. Il fallait mettre l'organisation en mouvement pour réparer ou fix ce qui était pas bon. Donc le site internet, la rapidité des livraisons. Aujourd'hui, on livre aussi vite qu'Amazon. En fait, ce qu'on a fait avec Amazon, c'est qu'on les a neutralisés, en fait, parce que même prix, très bon site internet, vitesse de livraison égale, en football, on appelle ça match nul. Et nous, on a par ailleurs nos atouts distinctifs, qui sont nos magasins, nos Blue Shirts, notre Geek Squad, la capacité d'aller à domicile. Et donc, en fait, souvent, voilà un truc que j'ai appris. À propos d'Amazon, on les voit un peu comme des ogres et un peu dans un cadre d'un jeu à somme nulle, en fait. Comme si c'était un match et il y a un seul gagnant, comme hier au Stade de France. En fait, dans le business, il peut y avoir plusieurs gagnants, en fait. Donc, c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué aux investisseurs, c'est que Amazon, évidemment, c'est une très belle boîte, il gagne des parts de marché. Best Buy, à notre manière, on en gagne aussi des parts de marché. Et d'ailleurs, on peut aussi faire croître le marché. Donc, une des leçons de management, c'est qu'il faut refuser les jeux à somme nulle, en fait. Jeu à somme nulle, c'est la seule manière pour vous, Cédric, de gagner, c'est si je perds. Ça n'a pas de sens. Il faut tout l'art aujourd'hui du leadership et du management, c'est de trouver des solutions qui sont gagnant, gagnant, gagnant. Pour l'ensemble, on parle beaucoup maintenant de l'ensemble des parties prenantes. Un élément clé de la philosophie derrière le redressement de Best Buy, c'est effectivement d'embrasser l'ensemble des parties prenantes en refusant les jeux à somme nulle et au service de la raison d'être, comme on dit maintenant en France, qui est la finalité de l'entreprise et en traitant le profit comme un résultat, en fait, et pas la finalité. Alors, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup sur le livre, c'est l'importance de la raison d'être, à quoi on sert finalement, en quoi on est utile. Vous insistez beaucoup sur la notion de l'utilité, à la fois en tant qu'entreprise et ensuite pour chacun de nous, dans le rapport au travail. Il y a quelques pages très, très intéressantes sur comment a évolué le rapport au travail au fil des siècles dans les sociétés modernes. C'est assez intéressant. Et donc là, quand vous arrivez, très vite, vous abordez le sujet en clarifiant
le purpose, donc la raison d'être, la mission, le sens de l'entreprise. À quoi on veut servir, en quoi on veut être utile. Non, pas au départ, en fait. Parce que quand le bateau coule, il y a pas c'est pas le bon moment pour se poser des questions sur pourquoi on existe. En fait, c'était la raison pour laquelle on existait était simple, il fallait aider les clients, en fait. Donc à ce moment-là, d'ailleurs, moi, un truc que j'avais appris d'un administrateur dans une boîte précédente, c'est que les progrès opérationnels créent des degrés de liberté stratégique. Et donc on n'a pas commencé par la stratégie, on n'a pas commencé par le purpose, on a commencé par améliorer l'exécution de manière à pouvoir nous donner, de pouvoir survivre d'une part, et puis nous donner des marges de manœuvre et une crédibilité vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis des collaborateurs. Voilà, donc la raison d'être, c'est devenu un sujet très très à la mode, mais parfois il ne faut pas commencer par la raison d'être, parce que l'autre point sur la raison d'être, si on affiche juste une raison d'être comme ça au sommet de l'entreprise et que l'environnement de l'entreprise n'a pas changé, il ne se passe rien en fait. Et c'est un peu la parabole du semeur, en fait. Hein. Si les graines sont semées sur la route ou dans les buissons, elles ne poussent pas. Il faut que la graine soit semée dans un terrain fertile. Et donc, c'était en fait à partir de 2016-2017, donc ils ont 4 ans après le démarrage, qu'on a travaillé sur l'articulation de la raison d'être de l'entreprise et sur la connexion, comme vous le signaliez, Cédric, entre la raison d'être, la quête de sens de chaque individu et leur travail, en fait. Mais c'est pas venu au départ. Donc, Très, très clair. Donc il y a eu un temps. il faut trouver le bon moment pour aborder tel et tel sujet. Parce qu'en quelques années, vous avez mis quoi? Vous avez mis 4 ans, 5 ans à sauver l'entreprise au sens économique et à assainir la situation économique et financière? Non, en fait, ça a été beaucoup plus rapide. En fait, d'ailleurs, en un an, on avait plus que triplé le cours de bourse, en fait. En fait, dès le première saison des fêtes, on avait stabilisé les ventes et donc on avait commencé à nouer des partenariats. Donc on savait qu'on allait, mais pour faire bien avancer sur le travail d'amélioration opérationnelle. Donc l'entreprise elle était sauvée, mais il fallait continuer sur les progrès opérationnels avant d'ouvrir les chantiers plus stratégiques. Hein, donc voilà, c'est ça. Il faut marcher avant de courir. Mais effectivement, c'est en 2016 où le conseil d'administration, c'était Patrick Doll qui est le patron de Domino's Pizza, qui m'a dit Hubert, il faut que tu déclares officiellement la période de redressement terminée, qu'on avait appelée Renew Blue, et que officiellement tu communiques que tu ouvres, que tu vraiment marques la différence. Tu ouvres une nouvelle phase qui est une phase de croissance où on va inventer l'avenir qui n'existe pas encore et définir le type d'entreprise qu'on veut être à l'avenir. Et c'est à ce moment-là qu'on a travaillé sur la stratégie et sur la raison d'être. Et c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez aller au bout de la mise en œuvre ou donner plus de puissance au nouveau style de management, à la nouvelle façon de manager, à la nouvelle façon d'être un leader? Ah oui, alors c'est ça, parce que en fait, dans cette phase où on s'oriente vers la croissance, pour pouvoir accélérer, la clé c'était d'arriver à libérer, comme je dis dans le titre, dans le livre, Unleash Human Magic, en fait, à libérer la magie humaine dans l'ensemble de l'entreprise. Et donc, mon rôle en tant que dirigeant a changé. Il est passé, j'ai beaucoup insisté sur le fait de créer un environnement dans lequel, voilà, il y a 100 000 personnes qui puissent s'inscrire dans cette histoire et pas faire simplement un meilleur boulot, mais vraiment s'éclater. Et donc là, on a beaucoup appris sur, parce qu'en fait, si on réfléchit un instant, en fait, il est clair qu'après l'année dernière, on peut tous être d'accord sur le fait que le monde dans lequel on est confronté à une crise qui est aux multiples facettes, en fait. Une crise sanitaire, mais aussi une crise économique, une crise sociétale, aux États-Unis, certainement raciale, peut-être aussi en France, une crise environnementale, une crise géopolitique. Donc, c'est un peu le menu gastronomique des crises. Et pour moi, il y a 2 coupables à l'origine de cette situation. C'est Milton Friedman avec la primauté des actionnaires et Bob McNamara, l'inventeur du management scientifique, où on prend un petit nombre de gens intelligents qui définissent la bonne stratégie, qui disent aux autres quoi faire et ensuite qui s'assurent que tout le monde s'aligne derrière ça. Ça ne marche pas, ça. Et donc, c'est là Ça où on marche a pas besoin ou ça marche plus? Parce que ça a marché fantastiquement bien, non?
Les modèles très descendants, très top-down, un peu rigides, notamment à la GI, quoi. On a l'impression que, notamment dans les sociétés américaines, c'est des modèles qui ont très très bien fonctionné pendant longtemps. En fait, ça n'a jamais vraiment marché? Ou c'est le monde et la société qui changent et qui fait qu'on doit changer les modèles managériaux? Alors, c'est deux choses. C'est un modèle qui a pu marcher lorsque le travail était très mécanique. Parce que lorsque, dans une approche taylorienne, ce que je dois faire est très normé, bah, là, ça marche assez bien. C'est ensuite, après Milton Friedman, donc dans les années 80-90, c'est devenu le modèle dominant, mais avec les dégâts que l'on voit aujourd'hui, en fait. Donc ça a marché un certain temps. Et alors, là où je vous rejoins complètement, c'est vrai qu'en plus, le contexte a changé. C'est-à-dire que la nature du travail aujourd'hui, elle est principalement créative, en fait. Et c'est là où on voit une énorme différence. Et que ce soit dans les sociétés de technologie ou dans les sociétés de services, en fait. C'est pareil. Parce que chez Amazon ou chez Google ou chez Microsoft, c'est des hommes qui inventent, en fait, ou des femmes. Et donc, la nature du travail a effectivement changé. Mais en tout état de cause, pour moi, il n'y a pas de doute. On doit réinventer un nouveau modèle économique et un nouveau mode de leadership. C'est-à-dire qu'il faut repenser la relation avec le travail. Est-ce que le travail c'est une punition? Est-ce que c'est quelque chose qui est pénible parce qu'il y a un imbécile qui a fauté, qui a péché au paradis? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour pouvoir faire quelque chose d'autre qui nous plaît plus? Ou est-ce que ça fait partie de notre humanité, de notre quête de sens? Et il y a une citation dans le livre du poète Khalil Gibran qui dit Work is love made visible. Le travail, c'est de l'amour rendu visible. Et ça, je trouve, c'est très beau, en fait. Ça, c'est un choix personnel, mais pour moi, ça rebondit ensuite sur quelle est la vision qu'on a de l'entreprise. Et pour moi, l'entreprise, c'est un groupe humain fait d'individus qui travaillent ensemble à la poursuite d'un objectif. Et cet objectif, ça peut pas être le profit. C'est un résultat, c'est un impératif, le profit. Là, c'est Jean-Marie Descarpentry qui m'avait appris ça il y a longtemps. C'est un impératif, c'est un résultat. D'ailleurs, en français, c'est le nom qu'on utilise. Mais la finalité, elle doit être de contribuer au bien commun, à l'intersection donc de ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je suis particulièrement qualifié, ce qui me passionne et comment je peux gagner de l'argent. Et c'est une entreprise qui doit... Ce qu'en France, certains appelleraient l'utilité sociétale de l'entreprise, par exemple, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que l'entreprise, elle doit contribuer au bien commun. Pour exister, elle n'existe que parce qu'on lui permet d'exister, en fait. Donc, elle doit faire du bien. C'est ça le truc. Donc, l'utilité sociétale, c'est un mot, elle doit faire du bien. Exactement. Et dans une espèce de déclaration d'interdépendance. En fait, on l'a bien vu à Minneapolis lorsque, suite au meurtre de George Floyd, la ville est en feu. Eh bien, on peut pas ouvrir les magasins, on peut pas gérer une affaire lorsque la société va pas bien. Donc, les entreprises sont co-responsables de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, l'écosystème, la communauté, l'environnement, etc. Et ça, c'est un basculement majeur. Et alors, ce qui est génial, Cédric, c'est que là, il n'y a pas de choix à faire entre ce qu'on appelle le stakeholder capitalism, c'est-à-dire les parties prenantes, ou le shareholder capitalism, le capitalisme traditionnel, parce que pour moi, et c'est ce que le développement de Best Buy a montré, notamment dans la deuxième phase, c'est en poursuivant le bien commun et avec ces approches, en mettant l'homme au centre et en embrassant l'ensemble des parties prenantes, qu'on génère la plus grande richesse, en fait, parce que c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Et on l'a bien vu en adoptant... Vous ne faites pas ça parce que vous êtes un type sympa, humaniste, on n'est pas chez les bisounours, quoi. Vous faites ça parce que fondamentalement, vous estimez, vous avez démontré que c'était un facteur de performance. C'est les deux, en fait. C'est les deux parce qu'en tant qu'individu, quand on travaille dans l'entreprise, on n'est pas quelqu'un d'autre que celui qu'on est. Et donc, moi, je pense qu'au cœur de l'homme et de la femme, de l'ensemble des hommes et des femmes, il y a le désir de faire du bien. Et donc, pourquoi ça serait différent dans le monde de l'entreprise? Et il se trouve que c'est avec une approche de cette nature qu'on arrive à... Le cours de bourse de Best Buy, il est passé de 11 $ au plus bas en 2012. Aujourd'hui, on est entre 110 et 120 $. Fois 10 ou 11 en 9 ans, c'est pas mal quand même. Enfin, donc par exemple, quand vous recrutez les membres de votre COMEX, vous cherchez à recruter des bonnes personnes qui ont de la générosité, qui ont des valeurs. C'est aussi important que la compétence?
Ah oui, c'est ça. Et donc, moi, mon mode de recrutement a évolué. C'est que autrefois, je mettais surtout l'emphase sur l'expérience et l'expertise. Donc, je voulais le meilleur expert en commerce électronique, je voulais le meilleur expert en supply chain, le meilleur expert en marketing, enfin, ou en data, etc. Et en fait, aujourd'hui, je mets au moins autant l'emphase sur qui est cet individu, quel type de leader est-il. Une question qu'on pose, là j'enseigne à Harvard maintenant, dans la formation pour les nouveaux PDG, on leur demande de rédiger leur discours de départ à la retraite. Ben, ça invite, il y a encore un meilleur truc qui est de se demander en fait qu'est-ce qu'on voudrait qu'on dise à propos de vous euh, lors de votre enterrement en fait. Voilà, lorsque les gens Ouais, parlent les de gens vous. veulent rarement qu'on dise il a fait monter le cours de bourse et il a été très performant. C'est pas ça qu'on a envie qu'on dise de nous, en fait. Je suis derrière, voilà. Et donc, d'ailleurs, lorsque j'étais recruté quand j'étais patron de Carlson Wagonlit, ensuite j'ai pris la tête du groupe Carlson, et Marilyn Carlson-Nelson, une question qu'elle m'a posée, c'était, lors de l'entretien, Hubert, parle-moi de ton âme. De ton âme. Ouais. Âme, hein. Il n'y a personne qui pose cette question. Et pourtant, une des leçons pour moi, Cédric, de l'année dernière, c'est qu'en tant que dirigeant, on doit diriger avec, en anglais, je dis l'ensemble de nos body parts, en fait. Aussi bien la tête, le cœur, l'âme, les tripes. Hein, Sébastien Bassin, on a parlé l'année dernière de diriger avec les tripes, les oreilles, les yeux, et pas simplement le cerveau gauche, qui est pourtant la manière historique dans laquelle on a été formé, en fait. L'image du patron, c'était le patron qui est brillant, qui sait tout. On pouvait pas dire, en tant que patron, on pouvait pas dire qu'on ne sait pas, en fait. Hein, des patrons qui étaient drivés surtout par le goût du pouvoir ou de la gloire, etc. Non, c'est le leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est euh, clair sur le sens qu'il veut donner à son action, à sa vie, qui est curieux du sens que les gens autour de lui ont. D'ailleurs, un exemple très concret, parce qu'il faut rentrer dans le concret. J'ai un patron de magasin qui demandait, j'ai visité ça en 2017, à chacun de ses collaborateurs, donc chez Best Buy, c'est à peu près 100 collaborateurs dans un magasin, quel est ton rêve? Chez Best Buy ou en dehors de Best Buy, quel est ton rêve? Hein, et donc, on écrit ça dans la salle de repos, et le patron de magasin disait, mon job, c'est t'aider à accomplir ton rêve. Donc, il y a une curiosité à avoir sur quels sont les individus autour de nous, qui sont-ils vraiment, quels sont leurs rêves. Et puis, c'est des leaders qui sont vulnérables, en fait. Il y a tellement les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, il n'y a pas de manuel, donc on est obligé de dire, je ne sais pas, voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, et voilà comment on va travailler ensemble pour définir comment y arriver. Donc, c'est un basculement complet. Et aujourd'hui, je crois que la plupart des gens sont convaincus que c'est la bonne direction. C'est vrai que le défi, c'est le comment. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en fait. C'est que sur la base de ce que j'ai appris, et pas simplement chez Best Buy, il y a des exemples euh, extérieurs à Best Buy que j'ai pu observer chez d'autres, etc. C'est un peu le manuel, un guide sur comment diriger, comment être à tout niveau, en fait. C'est pas juste pour les PDG, c'est quel que soit le niveau, en fait. Parce qu'au minimum, on est leader de sa vie, en fait. Donc, comment être un leader dans cette nouvelle ère où on doit un peu se sortir du fossé dans lequel on est et inventer un futur qui n'existe pas encore, mais qui doit être meilleur et plus durable et plus équitable que ce qu'on a créé aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ces propos-là, qui sont très inspirants sur le principe, quand ils sont tenus par quelqu'un qui a votre track record et qui a retourné Best Buy dans les conditions de marché et de concurrence et de situation que l'entreprise que vous décrivez, bah, évidemment, ça donne de la crédibilité au discours et ça montre à quel point on n'est pas dans les vœux pieux. Mais comme vous dites, ce qui est difficile, c'est de passer de la bonne intention à une exécution qui produit de la valeur. Parce que si on fait ça et que ça ne produit pas de valeur, les actionnaires ont vite fait de vous rappeler que malgré tout, in fine, c'est eux qui décident. Ah, ça, c'est clair. Mais encore une fois, de manière intéressante, pour moi, il ne s'agit pas du tout d'opposer les actionnaires aux parties prenantes. C'est un faux débat. C'est un truc que j'avais appris de Jean-Marie Descarpentries. Il m'avait dit 98%, c'était très précis, des questions qui sont posées sous la forme de ou. Hein, est-ce qu'il faut s'occuper des actionnaires ou des employés ou des clients, ou est-ce qu'il faut s'occuper du court terme ou du long terme? Il vaut mieux y répondre sous la forme de et. Et pour moi, la responsabilité du leader, c'est de trouver la manière, avec ses équipes,
de satisfaire l'ensemble de ces parties prenantes et de ne pas considérer les actionnaires sont pas du tout les ennemis en fait, ce sont des individus aussi les actionnaires. On leur a confié notre épargne pour qu'ils puissent nous aider au moment de la retraite. Et d'ailleurs, les actionnaires comme Larry Fink, le patron de BlackRock, ou State Street, ou Vanguard, etc., les grands fonds internationaux, ont exprimé de manière extraordinairement claire, c'est Larry Fink qui avait commencé en 2017, l'importance qu'ils attachent justement au purpose, à la raison d'être, à la stratégie à long terme, à la prise en compte de l'environnement. Et donc, tout ça, c'est des faux débats, en fait. Notre responsabilité, et effectivement, dans le bouquin, je rentre dans beaucoup de détails. Comme j'avais construit cette crédibilité, je me suis dit, il faut que je puisse partager ce qu'on a appris sur comment, et donc dans le bouquin, il y a évidemment les détails sur comment on s'y est pris sur Best Buy, mais 80%, c'est applicable, c'est pas du Best Buy, c'est plus général que ce qu'on a fait chez Best Buy. Oui, c'est pas un livre où vous racontez de vos années Best Buy. Il y a plein d'anecdotes, plein d'histoires, plein d'exemples, plein d'enseignements qui viennent de Best Buy, mais c'est un livre sur vos convictions, sur ce qu'il faut faire demain. C'est pas un livre qui raconte ce que vous avez fait hier. Non, il y a 2 chapitres qui donnent suffisamment. Si vous voulez avoir les détails sur ce qu'on a fait chez Best Buy, il y a 2 chapitres dans le bouquin qui les donnent. Il y a une philosophie plus générale que chacun. D'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, il y a des questions qu'on peut s'appliquer à soi-même, de réflexion et qui doivent conduire à l'action. Cognac G, Michel. Est-ce que il y a un certain nombre de questions adressées à Hubert? Absolument. Une première question de Delphine Maté, qu'on connaît bien, qui qui pose la question sous cette forme: de l'art à l'artisanat. Pour mener à bien cette transformation, Hubert, à quoi consacriez-vous votre temps? Pour mener à bien pour beaucoup à l'entreprise, puisque ces jobs-là, c'est pas des jobs à temps plein, c'est des jobs tout le temps. Mais ceci dit, il y a une question qui est très importante pour nous tous en tant que leaders aujourd'hui, en fait. C'est comment on s'occupe de soi. Parce que pour être un bon leader, il faut d'abord s'occuper de soi. Vous vous souvenez quand on prenait l'avion, on nous disait si les masques à oxygène tombent, il faut d'abord se les mettre sur soi-même avant de pouvoir aider les autres. Et donc, je trouve dans cette crise très singulière, quand on était en lockdown, il fallait, s'il ne pouvait pas aller à l'extérieur, il fallait aller à l'intérieur, en fait, pour passer du temps à bien méditer sur quel type de leader je voulais être et comment je voulais qu'on se souvienne de moi, en fait. Et ensuite, à prendre soin de moi parce que c'est très difficile, en fait, cette période. Et si on veut être un bon leader, il faut commencer par soi. Donc, évidemment, il y a l'exercice physique, mais aussi de la méditation. Moi, j'ai commencé à tenir un journal aussi pour noter mes réflexions. Il y a avoir un conseil d'administration personnel ou un directeur spirituel. Il y a différentes manières. Mais donc, c'est vraiment important de prendre soin de soi dans le travail. Donc, pas oublier de respirer. En dehors du travail, donc quand même en dehors du travail, j'ai une vie aussi. Donc, je fais du sport, mais aussi je suis au conseil d'administration du musée de Minneapolis. Je me suis beaucoup investi aussi dans une initiative qu'on a lancée chez Best Buy, qui sont les Best Buy Teen Tech Centers, et mes profits de la vente du livre vont aller à ces centres qui sont destinés à des adolescents défavorisés, en fait. Donc c'est un petit peu ça. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une expression qui est très mauvaise. On parle de work-life balance, comme si la vie était en dehors du travail, en fait, et que dans le travail, il n'y avait pas de vie. Pour moi, c'est plutôt une question de life balance, en fait, qu'il faut essayer d'orchestrer. Donc, voilà. J'espère que ça répond à la question. Okay. Une autre question, Michel? Oui, alors, vous avez fait allusion à pas mal de citations de personnages qui vous ont inspiré. Est-ce que, justement, c'est un mode de fonctionnement? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que vous avez quelques mentors qui vous ont accompagné et qui vous servent un petit peu de repère? Et si oui, lesquels et pourquoi? Dans la vie, j'ai eu plein de mentors, pas des mentors officiels, mais moi, je suis un peu comme une éponge. J'aime apprendre. On a besoin d'apprendre des autres. Donc, j'ai pas Jean-Marie Descarpentries que j'avais eu comme client, dont j'ai beaucoup appris.
J'ai un bon ami moine aussi qui s'appelle le frère Samuel, dont j'ai beaucoup appris, qui est proche dans mon cœur. Il y a aussi Bill George, en fait, qui est l'ancien patron d'une boîte d'électronique médicale aussi à Minneapolis, et qui est également prof à Harvard, qui a écrit les bouquins Discover Your True North. Donc ça, c'était un mentor. Mon coach, depuis 2009, en fait, moi, je travaille en permanence avec un coach. Donc, j'ai d'abord commencé avec Marshall Goldsmith, qui a écrit des très bons bouquins, notamment What Got You Here Won't Get You There, que je recommande vivement. Donc, et puis, beaucoup de collaborateurs et de leaders chez Best Buy, en fait. J'ai beaucoup appris des membres de mon équipe, de patrons de magasins, de leaders sur le terrain, etc. Donc, je trouve qu'en permanence, on est en apprentissage permanent. D'ailleurs, il y a le patron de Spencer, pas de Spencer, de Russell Reynolds, Clark Murphy. On connaît tous IQ, l'intelligence intellectuelle, EQ, l'intelligence émotionnelle. Et lui, il parle de LQ, donc Learning Quotient, la capacité d'apprendre. Et c'est aussi Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui dit les leaders doivent passer de gens qui savent tout à des gens qui apprennent. Donc voilà, c'est quelques-uns, mais il y en a beaucoup. On imagine qu'ils sont cités abondamment dans votre livre. Une question de Sylvie Joseph. Comment évaluez-vous le leadership et la performance de votre management? Ah, alors ça, c'est génial, ça. J'ai tout changé. Alors, les critères, c'est évidemment, il y a la performance et le leadership. Dans le livre, on décrit les attributs de leadership auxquels on attache de l'importance. Mais c'est sur la manière de s'y prendre qui a changé. Je me dis qu'on se souvient tous de séances avec son patron où il y a votre patron qui vous dit, voilà, j'ai regardé au cours des 6 ou 12 derniers mois, voilà les 3 choses que tu fais vraiment bien. Et en revanche, là, c'est 3 choses sur lesquelles vraiment tu as besoin de t'améliorer. C'est extrêmement démotivant et moi, j'ai pas des très bons souvenirs de ça. Ce que j'ai fait avec mon équipe de direction, alors chacun d'entre eux a un coach, chacun d'entre eux fait régulièrement un 360 degrés, auquel je ne participe pas. Mais ils viennent me voir, disons, tous les 6 mois. Voilà, la discussion, c'est eux qui l'amènent. Et ils me disent, voilà les trucs vraiment qui ont bien marché, dont je suis fier, etc. Voilà les trucs, c'était un peu moins bien, là on a un peu cafouillé, ou moi j'ai pas été très bon. Voilà les domaines où au cours des 6-12 prochains mois, voilà, je vais s'atteler à améliorer les choses, à la fois sur le plan du business, mais aussi sur le plan de mon développement personnel. Et voilà les actions que j'entreprends pour aller dans cette direction. Et mon rôle finalement dans cet entretien, il est double, c'est de dire, mais en fait non, tu as raté il y a plus de choses que tu as fait bien que tu ne me dis, donc voilà, repassons du temps là-dessus. Et une question, comment je peux t'aider dans le cadre de ton développement? Et donc on passe d'une situation où le patron est un peu comme Dieu et est capable de vous juger, à une situation où moi je suis là pour créer un environnement dans lequel vous allez avoir envie de vous améliorer, donc avec un coach et des 360 degrés, et être là pour aider à votre développement. Donc c'est un basculement complet. Et bien sûr, Sylvie, on est clair sur une chose, c'est que quelqu'un qui a une bonne performance, mais qui sur le plan du leadership n'est pas en phase avec notre vision du leadership. Moi j'ai dit à l'ensemble des cadres dirigeants de Best Buy, notamment, si vous êtes là pour vous servir ou servir votre patron, ou me servir moi, le PDG de l'entreprise, j'aurais dit, j'ai aucun problème avec ça. La seule chose, c'est que vous pouvez pas travailler ici. On va vous promouvoir comme client de Best Buy. Et en tant que client de Best Buy, on va vraiment bien s'occuper de vous, mais vous pouvez pas travailler ici. Donc, en revanche, si vous êtes là pour servir les autres, là, c'est bon. Donc, on a articulé de manière claire nos attentes de leadership que je détaille dans le dernier chapitre du bouquin. Bon, on renvoie nos auditeurs à ce livre à nouveau. Oui, c'était les questionnements, c'était pas n'importe quoi. Hein. Delphine, c'était la patronne de Stocomanie, qui est une des plus belles et des plus rentables entreprises de bazar discount française. Et Sylvie Joseph, c'est une ancienne de Carrefour qui est maintenant un des pompes de la Poste. La Poste, c'est quand même le plus gros réseau de France, avec 20 000 points de vente, hein, finalement, quand on le regarde comme ça. T'avais du beau monde. Le livre, votre livre...
intéresse beaucoup les leaders, les grands leaders. Donc je rappelle, il va être distribué en France. Il l'est. Oui, il est distribué à la Fnac, en ligne, et Enrique m'a dit également dans certains magasins. Il est distribué par Amazon dans Prime. Bien sûr. La boutique Galignani, vous savez, rue de Rivoli, là aussi, ça c'est mon ami qui dirige ça. Et puis chez WH Smith. Donc il y a au moins ces quatre-là, il y en a peut-être d'autres, mais c'est disponible maintenant. Il est sorti le même jour en fait en France, aux États-Unis. Il est en langue anglaise pour le moment. On discute avec des éditeurs. Oui, j'imagine qu'il y aura une traduction française d'ici quelques mois. On ne peut pas préjuger, hein. Moi je ne sais pas. C'est pas moi qui décide là-dessus. Il faut que c'est des offres. Les offres sont en train d'arriver. Mais bon, voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice en direct de l'autre côté du monde. Et donc, je redonne le titre, hein, The Art of Business d'Hubert Joly. Et vous pouvez y aller, quoi. C'est que des choses qui vont dans le bon sens, on l'espère, pour le retail, pour le management et pour le capitalisme d'une manière générale, avec beaucoup d'exemples concrets, beaucoup d'anecdotes, j'allais dire à l'américaine. On aime toujours être concret. Vous êtes un petit peu américain, même si vous êtes encore très français. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est par les histoires, en fait, qu'on apprend. C'est pour ça qu'on a mis tant d'histoires dedans. C'est plus facile à lire qu'un livre ardu de théorie. Donc, il y a de la théorie dans le bouquin, mais c'est raconté à travers des histoires concrètes. J'y ai mis tout mon cœur, et donc, voilà, et uniquement pour partager, en fait. Hein, donc, en tout cas, merci pour ce dialogue et bravo à tous ces leaders. Merci Hubert. Bonne journée et bonne suite. Merci Hubert. Belle industrie. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors nous enchaînons avec des use cases, et pour commencer effectivement le use case de CGI qui sera accompagné, enfin qui présentera des cas d'usage de Carrefour et Leroy Merlin sur leur transformation digitale et enjeux retail. Et vous aurez également dans la foulée une nouvelle table ronde qui mettra en scène des acteurs de premier plan que sont Kingfisher, représenté par Romain Rouleau, Pickwick Toys avec Romain Mullier et la société One Stock avec Jérôme Picolin. Ça, c'est à 15h, mais tout de suite, on passe à CGI, et je vous recommande, pour ceux qui ont des rendez-vous, d'être ponctuels. Vous êtes sur la plateforme, vous savez l'utiliser, les rendez-vous vous sont signalés. Donc continuez à échanger avec les 20 partenaires de l'événement. N'hésitez pas à les inviter également sur la plateforme. Et on se retrouve à l'instant avec Hugo Soili de CGI. À tout de suite.